Vous écoutez le podcast de Collection Miwa, la plateforme qui référence et promeut les livres photos auto-édités. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Pour rappel, Collection Miwa est une plateforme qui recense les livres photos auto-édités ou les éditions en petite quantité. Je suis aujourd'hui à Perpignan au festival Visa pour l'image et je suis avec William Lamblay, photographe de mariage. Je peux dire ça, William ? Tout à fait. Voilà, donc photographe de mariage. Bonjour William. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors ma toute première question, je t'appelle Willy Lamblay ou William Lamblay ? Ah, c'était une très bonne question. C'est vrai que j'ai voulu scinder mon travail en deux, la partie privée sur les mariages où je me fais appeler William Lamblay, qui est bien mon nom, et pour la partie plutôt presse et reportage, j'ai voulu différencier ce travail-là et donc effectivement je me fais appeler Willy Lamblay sur la partie. Donc j'avoue que c'est un petit peu compliqué à gérer. Heureusement ça va entre William et Willy, il n'y a pas une grosse différence. Mais voilà, c'était important de scinder ces deux types de travaux pour moi. D'accord, donc si un jour je vois un Will Lamblay, c'est que tu as une troisième spécialisation. C'est ça. Est-ce que ce serait pas l'auto-édition ? Ah. On va parler un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui fait Willy ou William Lamblay à la sortie de ses études ? Eh ben, sortie de mes études, je travaille en alternance très rapidement. Je suis dessinateur, projeteur, je travaille pour l'aéronautique, je deviens ingénieur d'études. Et donc j'ai travaillé aussi bien pour des cimenteries que pour l'armée et dans l'aéronautique, donc pour Airbus, Eurocopter. Voilà, dessiner des boîtes à vitesse. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais ça a duré 7 ans. Ça a l'air sympa quand même. C'était pas mal, mais c'était beaucoup dans un bureau, quoi. D'accord. Et ensuite, tu te dis que tu vas devenir photographe ou non, t'en as marre et puis tu sais pas trop encore ce que tu vas faire ? Et ensuite, je découvre la photographie. Alors même si j'en avais fait un petit peu plus jeune, ado, j'avais fait quelques photos, j'avais complètement occulté la partie photographie. Et puis la démocratisation du numérique fait que j'achète un réflexe numérique et que quelques mois après, un couple d'amis dit « Ah bah tiens, t'as acheté un appareil photo, nous on se marie, tu vas faire notre mariage ». Ce qui arrive assez souvent, en tout cas beaucoup de photographes de mariage. Et je leur ai donc fait leurs photos de mariage, mais sans connaître les basiques de la photographie de mariage. Donc en fait, pour moi, ma culture, elle était plutôt, même si je pratiquais pas, elle était photojournalistique. C'est-à-dire petit, je lisais tous les géos de mon père, et donc j'avais une culture visuelle plutôt du reportage. Et donc j'ai couvert leur mariage vraiment comme un reportage. Et j'ai pris un plaisir fou. J'ai appris à photographier avec ces premiers mariages parce que j'avais pas du tout de technique. Et puis c'est parti comme ça. Voilà. Ça fout un peu la pression, non ? Ça met un peu la pression, pardon. Mon père me gronde quand je dis des gros mots dans le podcast. Ça met un peu la pression, non ? D'arriver à un mariage et de pas connaître toute la technique. Oui, et en même temps, j'étais pas professionnel, ils le savaient, donc j'étais un peu entre deux en fait. J'avais forcément une pression de pas louper les choses, et en même temps, on m'avait donné une place qui était pas la mienne, donc c'était un risque qu'ils ont pris, quoi. Ils regrettent pas aujourd'hui, mais c'est un risque qu'ils ont pris. C'était en quelle année ça ? C'était il y a une quinzaine d'années, donc 2015 peut-être, donc ouais, c'est 2005, je dirais 2005. D'accord. Donc tu fais ce premier mariage, t'es pas encore professionnel. Non. T'as déjà quitté ton emploi dans l'aéronautique ? Non, pas du tout. J'ai pendant 1 an et demi, 2 ans, du coup, commencé à faire d'autres mariages et réfléchi à comment devenir photographe professionnel. J'ai monté ma société, je suis resté encore quelques mois à mon travail d'ingénieur. Et puis bon, j'ai fait le pas au final assez rapidement, dès que j'ai vu que ça fonctionnait. Et en 2009, j'étais pro et que pro. Et là commence la galère des pros qui débutent. Ou non, t'as eu du bol et tout de suite nickel, non, ça marche. peut-être l'insouciance qui fait que je suis parti confiant et
y a eu des galères, mais ouais, non, ça s'est plutôt bien passé. Franchement, j'ai pas de mauvais souvenirs. J'en ai plutôt plus tard, à partir du moment où tu fais un peu plus d'argent et qu'il faut gérer les soucis, les statuts, les courriers du fisc. Voilà. Donc non, une fois de plus, je l'ai bien vécu. Comme le premier mariage, mon lancement en tant que professionnel, ça s'est passé assez naturellement et sereinement. Ok. Du coup, tu fais du mariage, tu fais d'autres choses ? Alors, je faisais que du mariage au départ. J'ai fait un tout petit passage par la photo de studio. Ça m'a pas plu du tout. Enfin, j'étais pas à l'aise. C'est à partir du moment où il faut que j'interagisse en fait avec le sujet, je suis très mal à l'aise. Donc j'ai fait du mariage, j'en fais toujours, j'en fais un peu moins, mais j'en fais toujours. Ça reste une bonne part de mon activité, mais j'ai diminué. Je faisais peut-être à une époque une trentaine de mariages, et là je suis à 10-12 mariages par an, enfin je me limite. Et j'ai de plus en plus développé l'activité photo documentaire, puisqu'en 2014 j'ai eu la chance de partir en Inde pour un mariage, donc des Américains qui sont d'origine indienne et qui sont retournés se marier en Inde. Et ça a été une vraie découverte pour moi. Et à partir de là, après ces 5 jours de mariage, j'ai su que je voulais absolument documenter les mariages pour parler de culture et pour transmettre, témoigner de ce que je pouvais vivre et de quelle était la culture et ce que le mariage représentait dans ces cultures, en fait tout l'aspect social, sociétal. Voilà. Alors, je connais ton travail sur les mariages indiens par rapport à ton livre dont on parlera tout à l'heure. Tu as fait des mariages dans d'autres pays ? J'ai fait des mariages dans d'autres pays. En fait, j'ai eu la chance de faire des concours de photographie de mariage. Et en 2017, j'ai été élu par une association qui s'appelle la WPJA, c'est la Wedding Photojournalist Association. Tu es en train de voler ma question d'après. Et je fais quoi du coup ? Continue, ça m'évitera de parler. Et donc j'ai été élu par cette association meilleur photojournaliste de mariage du monde. Donc c'est les photographes de mariage qui ont cette approche photojournalistique et documentaire sur les mariages, et ça m'a donné beaucoup de visibilité. J'avais gagné d'autres concours avant aussi internationaux, mais on va dire qui n'étaient pas aussi réputés, et en fait cette visibilité m'a permis de couvrir des mariages dans différents endroits, au Mexique. J'ai pu énormément voyager aussi pour donner des conférences en fait, puisqu'on m'a demandé de parler de cette approche. Et j'ai eu la chance d'aller au Brésil, en Afrique du Sud, en Russie. Les colloques en Russie, c'est très particulier. Et voilà, c'était de super expériences. Alors, le monde du mariage, pour les photographes, c'est un milieu que je ne connais pas du tout. Moi, j'en fais pas de mariage, mais j'ai l'impression, quand j'écoute les podcasts des collègues, que vous avez pas mal de prix et de trucs qui sont réservés vraiment aux photographes de mariage. Ça a l'air d'être un peu une caste à part, non ? Ouais, c'est une caste à part, mais moi qui ai la chance d'être des deux côtés, je me rends compte que c'est un peu pareil là dans la photographie, dans le photojournalisme. Là, tous les soirs, il y a des remises des prix, il y a le Visa d'or, il y a le concours Canon, enfin, c'est un peu la même chose. Et après, il faut voir que les concours en fait servent énormément à promouvoir son travail, et en particulier pour les mariages où là le client va être directement les mariés. Le fait de gagner des concours peut permettre de se mettre en valeur auprès de ses clients. Donc même s'il y en a dans le photojournalisme, c'est fort possible effectivement qu'il y en ait peut-être encore un peu plus dans le microcosme du mariage. Ouais, la différence que tu peux proposer un reportage de mariage, comme les reportages de mariage en Inde, c'est quand même un truc dont on n'a pas l'habitude, donc je pense que ça pourrait passer à Visa. Autant tu peux pas aller montrer un reportage de guerre un concours de mariage. Oui, et c'est vrai que c'est assez ambigu en fait, parce que je suis photographe de mariage, mais forcément, même si l'approche
elle reste documentaire, même quand je travaille pour des clients. Je garde en tête que c'est mes clients et que je travaille pour eux. Quand je fais des mariages uniquement pour la partie journalistique ou pour un article, forcément, je vais occulter complètement cette partie client et me concentrer uniquement sur l'aspect documentaire. J'ai fait un mariage en France l'année dernière qui était un des premiers mariages après le déconfinement. Donc forcément, je suis allé chercher des images que je ne vais pas forcément chercher pour le client, mais montrer que dans une mairie de 200 mètres carrés, ils étaient limités à 10. Donc ça, il faut pouvoir l'imager, il faut pouvoir le montrer grâce aux images. C'était des clients ou c'est un projet Non, c'était pour la presse, c'était pour la presse. La Croix l'Hebdo, ouais, c'était une commande. Ok. Et nous, on vient de se marier il n'y a pas longtemps avec Peggy et on n'a pas eu de reporter pour notre mariage. Mais comment réagissent les gens quand tu leur proposes, quand tu leur demandes si tu peux venir faire des photos en tant que reporter et pas en tant que photographe de mariage? C'est un peu spécial quand même. C'est un peu spécial, surtout s'ils connaissent mon travail en tant que mon travail de photographe de mariage pour les particuliers. C'est très important justement de mettre les limites et de leur expliquer que je viens pas travailler pour eux, même si j'ai l'habitude quand je travaille sur des mariages pour la presse de leur donner quand même les photos que je fais par principe, mais je vais pas faire des photos pour eux, mais vraiment pour imager le sujet, l'angle qui a été choisi en fait sur les mariages. Il y a énormément d'angles, on peut parler de tellement de choses via le mariage, c'est fantastique. Ouais, on en a fait l'expérience, il y a pas mal de choses à faire. Du coup, ouais, tu vas pas leur faire des photos de groupe si toi t'en as pas besoin. Ben là, sur ce mariage, il y avait une autre photographe qui était la photographe officielle, et c'était d'ailleurs assez intéressant. Au final, la photo de groupe que je déteste faire en temps normal, je l'ai trouvée là très intéressante pour le sujet, parce que quand il y a 10 personnes alignées avec leur masque, parce qu'à l'époque, c'était même avec la photo de groupe, même avec le masque, on sortait du déconfinement, c'était... Et ben cette photo, elle est hyper... Pourtant, elle est très classique, une photo de groupe, on en a tous, mais c'est super puissant, une photo de groupe avec des masques. Enfin, ouais. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'en parler, mais dans 20 ans, on ressort cette photo, c'est un marqueur temporel dingue, quoi. C'est une photo puissante par ce qu'elle dégage, par l'histoire qu'elle dégage. On va quitter un peu le monde du mariage. Tu traites d'autres types de sujets Alors, les sujets principaux sont autour du mariage, mais je traite d'autres sujets. J'ai traité des sujets en Inde. Je profite souvent quand je suis à la saison des mariages en Inde pour faire d'autres sujets. Par exemple, le commerce de la crémation. Okay. Il faut savoir que il y a des castes qui font partie de la caste des intouchables, qui sont les seuls à détenir le feu sacré, et pour ça, elles se font rémunérer. C'est-à-dire que même les plus riches, quand ils veulent être brûlés au bord du Gange, puisque c'est pour eux le seul moyen d'atteindre le nirvana et de couper le cycle des réincarnations dans la croyance hindoue, et ben là, bizarrement, ces personnes sont obligées de faire appel à la caste des intouchables, alors que le reste de leur vie, c'est des personnes à qui ils ne parlent pas, des personnes qui ne côtoient pas, qui ne touchent pas. Mais bizarrement, pour atteindre le nirvana, et je trouvais ça assez intéressant d'ailleurs, de se dire que pour accéder au nirvana, à l'ultime, ils sont obligés de demander à ces castes-là, qui sont les seuls à détenir le feu sacré. Il y a tout un commerce autour de ça. Il y a un roi, donc il y a le roi de la caste des dômes. C'est lui qui négocie, c'est lui qui dit, qui choisit le prix pour pouvoir avoir accès au feu sacré. Enfin, il y a tout un commerce assez intéressant. J'ai l'impression que ton travail tourne vraiment tout le temps autour de l'Inde, du coup. Alors, c'était vrai jusqu'à il y a 2 ans, et puis c'est un petit peu plus compliqué avec le Covid, donc j'ai fait d'autres sujets plus en Europe, on va dire. Soit pour des piges, alors là c'est des sujets très rapides, comme les travailleurs détachés, donc tous ces travailleurs sud-américains qui transitent par l'Espagne pour venir travailler dans les champs en France.
Ça a été un sujet. J'ai travaillé en mars en Pologne sur les manifestations des droits des femmes. Parce qu'il faut savoir qu'en Pologne, alors que c'est l'Europe, il se passe des choses assez importantes et graves de mon point de vue, même si je ne suis pas censé donner mon point de vue. Mais ils viennent de quasi interdire l'avortement en Pologne, et ils viennent aussi de dépénaliser les violences familiales. Donc voilà, les Polonais aujourd'hui peuvent taper sur leurs femmes sans être inquiétés d'être poursuivis. Et on est en Europe. Oui, c'est assez étrange quand on voit l'actu française par rapport à ça. C'est des sujets intéressants, et j'ai même couvert d'autres sujets là-bas, plus sur des minorités. Voilà, c'est un travail intéressant. Alors ce qui m'intrigue, donc ça fait quelques temps que je suis ton travail, d'autant plus qu'on est dans le collectif DR tous les deux, donc je vois passer tout ce que tu fais presque. Quand j'ai vu que tu allais en Pologne, je me dis tiens c'est marrant, comment t'es arrivé là-bas ? Alors au départ c'était dans le cadre d'un mentoring, puisque la partie photojournalistique est assez récente, hein. Ça fait, je suis rentré dans le collectif DR il y a 1 an et demi, donc voilà, ça fait peut-être 2 ans que je commence à faire des sujets plus anglais, donc plus photojournalistiques. Je veux séparer le photojournalisme et la partie documentaire. Et du coup, je me suis fait mentorer par Olivier Laban-Mattei, qui est un très bon photojournaliste à qui je fais un petit coucou au passage. Et il a voulu nous a proposé de nous accompagner, alors pas sur le terrain, mais on avait une sorte de QG, ce qui fait que tous les jours après nos parties de reportage sur le terrain, on pouvait débriefer le soir et nous aider à voir ce qui pouvait nous manquer et à réangler éventuellement, parce que sur le terrain, en fait, souvent on part avec une idée de sujet, puis quand on arrive sur le terrain, c'est pas forcément ce qu'on voit. Donc au final, c'était dans le cadre d'un mentoring pour aller un peu plus loin dans nos sujets, pour être plus précis et avoir des sujets qui sont plus aboutis. D'accord. Alors tu parles à la première personne du pluriel. Qui c'est qui t'accompagnait ? Alors du coup on est un petit groupe, à être mentoré. Ce sont des amis avec qui je fais coucou, parce qu'on va faire coucou à tout le monde au passage. Il y a Ded, Marion et Sarah, et chacun avait un sujet différent, donc c'était vraiment hyper intéressant d'être dans le même pays, même si des fois on passait des nuits un peu à l'extérieur, et de pouvoir se retrouver et d'échanger, d'avoir un QG, de pouvoir échanger sur nos différents sujets et comment on les abordait, les problématiques qu'on pouvait rencontrer, et c'était hyper formateur aussi par ces échanges-là, quoi. C'est presque un workshop là ? Ben oui, complètement, ouais. C'est vraiment ça. Ok. Donc tu intègres le collectif DR il y a 1 an et demi. Ça t'a apporté quoi d'être dans un collectif ? Énormément de choses. Déjà, je pensais que dans le collectif, il y avait beaucoup de photographes qui n'étaient que photojournalistes, alors que beaucoup ont une activité secondaire en photographie. Et c'est super intéressant, puisque du coup, c'est des points de vue très différents, et donc des échanges très riches. Un exemple tout court, toi tu as une activité d'auto-édition à côté, d'édition même, et d'auto-édition, et on a pu échanger là-dessus énormément. Oui, énormément. et donc c'est une richesse de pouvoir de pouvoir faire partie de ce collectif où on peut échanger et grandir. Et puis après il y a les accès, on va dire, plus techniques, de toute la partie formation, comment envoyer des synopsis, comment faire des synopsis, comment les envoyer, accéder à Pixpalace, accéder aux listes des contacts de rédaction. Voilà. Mais au final, ça va plus loin que ça, grâce aux membres, en fait. C'est ce qui fait la force de ce collectif. Alors, personnellement, quand j'ai intégré le collectif, l'idée c'était vu qu'il y a une grosse partie formation au collectif DR, l'idée pour moi c'était d'apprendre à faire des sujets en partant des photos que je fais pour les bouquins.
Et la partie pige, quotidien, tout ça ne m'intéressait pas du tout et ne m'intéresse toujours pas. Après, le Covid a changé la donne, vu qu'on est un petit peu cloué à domicile. Est-ce que ça a été pareil pour toi, ou non, tu voulais diversifier et aussi faire de la pige quotidienne C'était pas du tout mon idée de départ. Effectivement, c'était comme toi, dans le sens où j'avais ces projets documentaires sur le mariage, donc sur le long terme, et je voulais réussir à extraire des sujets beaucoup plus anglais des photos que j'avais déjà fait et que je compte continuer à faire sur la partie documentaire. Et pour ça, c'est quelque chose de très compliqué. Comment présenter un sujet, comment l'anglais, comment faire que le sujet est intéressant, comment faire en sorte qu'il va intéresser une rédaction. Et ça, la partie formation, j'avoue que moi au départ, c'est ce qui m'a fait rentrer dedans. Et puis la découverte après, effectivement, de la diversité des membres qui sont là et des échanges a été un plus. Donc c'était encore plus intéressant que ce que je pensais. Et du coup, est-ce que c'est parce qu'il y a le Covid qui nous a cloués au sol que tu t'es mis à faire de la pige? Parce que tu disais avant oui. que tu faisais quelques piges, et où c'est vraiment un truc qui finalement te plaît, et bah ouais, pourquoi pas. Parce que moi, ça a été le cas. Du coup, maintenant, ouais, il y a quelques sujets que j'aimerais faire, alors que c'était pas du tout prévu à la base. Alors, les piges que je fais, c'est des piges sur commande. Donc là, ça va dépendre un peu de l'intérêt que je vais avoir par rapport au sujet qui va m'être demandé. J'avoue que je suis quelqu'un d'hyper curieux. Vraiment, je m'enrichis énormément de la diversité. Donc jusqu'ici, tous les sujets qui m'ont été proposés, j'ai fait la démarche qu'il faut faire quand on est pigiste, c'est d'aller passer du temps à m'intéresser au sujet pour comprendre. Le dernier que j'ai fait, c'est un reportage très court sur l'école à la maison. Et je trouvais les échanges que j'ai eus avec les parents et les enfants qui font l'école à la maison étaient hyper enrichissantes personnellement. Donc pour l'instant, je compte continuer à faire des piges parce que ça m'enrichit aussi personnellement. Alors le podcast est toujours un petit peu décousu, et je voudrais revenir sur le mariage, ce qui me permettra après d'enchaîner sur ton livre. L'autre jour on discutait et tu me disais que tu avais un agent en Inde. Ça se passe comment, ça? Tout à fait. J'ai un agent en Inde parce que il faut savoir que culturellement, les mariages en Inde sont modifiés du début à la fin, tout le temps en fait. Et donc s'il fallait que je gère le suivi de l'organisation, en fait, je ferais juste pas de photos. Donc là, et puis il faut aussi savoir que pour pouvoir accéder à des mariages qui sont très traditionnels, les mariages qui m'intéressent, il faut un peu montrer patte blanche, et le fait d'avoir un agent, c'est lui qui va négocier mes contrats, ou si c'est pour un projet documentaire et que je ne suis pas payé pour, qui va au moins en tout cas pouvoir me faire accepter, en tout cas voilà, me faire intégrer une caste ou une communauté. Et puis ça, c'est en amont. Et puis le jour du mariage, alors tout change tout le temps, hein. Ils peuvent changer le lieu du mariage le jour de leur mariage. Les horaires changent tout le temps. J'ai eu des mariages, le dernier, la cérémonie a eu 7h30 de retard. Elle était à 3h30 du matin au lieu d'être à 20h. Je fais un clin d'œil à mon beau-père qui n'aurait pas pu tolérer ce genre de choses. Et voilà, et donc si je veux vraiment pouvoir être concentré sur la partie photographique, je peux pas être en plus là sur mon téléphone à demander s'il y a du retard, s'il y a de l'avance, il faut quelqu'un qui puisse gérer mes déplacements et vérifier tous les changements. Alors si jamais vous ne comprenez pas l'enchaînement qui suit, c'est parce qu'on vient de faire une pause, parce que ça fait déjà une demi-heure de podcast quasiment, et je pense que celui-ci va battre des records de longueur. Donc on en était à ton agent, donc, qui te réorganisait ton planning en fonction du mariage qui était souvent modifié, avec des décages de 7h30, des lieux qui changent. Et tu me dis en off là que tu as d'autres anecdotes rigolotes. Disons que malgré le fait que j'ai un agent qui organise tout ça,
malgré ça, on loupe plein de choses, quoi. Je vais donner l'exemple d'une fois où j'étais sur les préparatifs de la mariée et il devait y avoir une cérémonie avec le marié, une cérémonie où lui remettre une couronne en or, donc une cérémonie que je voulais absolument photographier. Et je lui avais demandé de rester devant le lieu et de me prévenir quand le marié arrive. Et à un moment, il me dit il doit pas tarder à arriver. Je l'ai pas vu encore, mais il doit pas tarder à arriver. Donc je me dépêche. J'ai un conducteur qui m'amène sur place. Et là, mon agent était tourné un peu en rond. Il s'asseyait dans un coin et tout. Je dis il est pas arrivé. Il me dit non, il est pas arrivé et tout. On attend 1 heure, on se dit il est en retard et tout. Puis d'un coup, on entend du bruit. En fait, la cérémonie était terminée. Il l'avait pas vu rentrer. Et voilà. Et ça, d'un point de vue, moi, je la voulais absolument. C'était un mariage sur lequel j'étais payé. Donc en plus, je voulais absolument leur rendre le travail pour lequel j'étais payé. Mais culturellement, c'était pas grave pour eux que je l'ai loupé parce qu'il y a d'autres photographes. Et voilà. Mais voilà, malgré le fait qu'il y ait un agent, on peut louper des choses quand même. Donc je préfère même pas imaginer si c'était une organisation que je gérais tout seul. Alors, ça me fait penser à... Moi je connais bien le Bénin, je travaille beaucoup au Bénin et j'ai vraiment eu besoin d'avoir un gros temps d'adaptation. J'imagine qu'en Inde les différences et la culture fait que travailler en Inde ça doit être complètement dingue pour les premières fois. Enfin, t'as dû avoir un temps d'adaptation toi aussi. Un temps d'adaptation énorme et puis je me suis beaucoup énervé au départ alors que s'énerve pas en plus, donc j'avais l'impression de pas être normal. Et puis j'ai appris à m'y faire et ça me plaît même en fait, justement c'est une culture qui me plaît. Je pense que j'arrive quand même pas dans tous les cas à être aussi détendu qu'eux. J'ai vu des photographes de mariage dormir pendant la cérémonie, hein, donc pour montrer à quel point ils peuvent être détendus. Donc je m'y suis fait. Et puis aujourd'hui, j'en rigole, même quand je suis dans des conditions qui avant me paraissaient hyper compliquées. Je me suis retrouvé sur une cérémonie de fiançailles, qui est un peu une cérémonie où ils testent les prestataires en fait, avant le mariage. On était, je crois, 3 équipes de photographes, on devait être 25. Et en fait, c'était 3 équipes différentes qui essayaient de se placer, donc c'était la guerre en fait. Moi, il y a un gars qui me suivait, qui mettait des coups de flash. Et bon, voilà, au début, ça me rénervait. Et aujourd'hui, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. Je le prends à l'indienne, quoi. Je fais avec. Et puis voilà, ça me fait sourire. Et les mariés, ils en pensent quoi de cette guerre? Ils la voient ou non, ça reste très... Mais culturellement, c'est bien pour eux. Enfin, montrer qu'on a les moyens de se payer 3 équipes de photographes... montre qu'ils font partie d'une classe sociale très aisée. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve énormément sur les mariages indiens, c'est de montrer sa richesse. Et même si on va dans la partie un peu plus d'ailleurs documentaire et journalistique, il y a énormément d'Indiens s'endettent pour leur mariage, enfin pour le mariage de leurs enfants, qu'ils soient riches ou pauvres en fait. C'est-à-dire que une famille qui est millionnaire va être capable d'emprunter d'autres millions pour faire un mariage plus gros que ce qu'ils sont capables de payer. C'est dingue. Mais déjà, les chiffres me font halluciner. 25 photographes. En début d'été, on était invité à un mariage juif et il y avait 4 photographes, 2 caméramans. Je trouvais ça déjà énorme. Et là, tu me parles de 25 photographes. Et il y a des vidéastes aussi, je parlais que des photographes. Mais c'est pire qu'un meeting d'Emmanuel Macron, là. Ah ben il faut toujours se placer à l'avance. Mais en tout cas, en photo, ça m'a appris ça m'a formé parce qu'aujourd'hui, j'anticipe beaucoup plus. Parce que si t'anticipes pas, t'as 20 photographes devant toi, c'est un peu compliqué. Donc j'anticipe, je me place mieux. Et ça me force aussi à faire des photos différentes des autres parce culturellement, ils font beaucoup les mêmes photos. Mais bon, c'est vrai dans chaque culture, hein, on a des photos un peu types et standards qu'il faut avoir. Et c'était hyper formateur, ces mariages indiens pour moi. Et comment ça se passe avec les autres photographes indiens, du coup
Alors c'est plutôt... Alors en général, quand il y a qu'il y ait une ou deux équipes, je fais partie de l'équipe. Enfin, ils m'intègrent à l'équipe dans le sens où je suis... Alors il y a toute une hiérarchie. Il y a l'event manager, le responsable image. Après, il y a un responsable vidéo, un responsable photo. Donc voilà, il y a toute une hiérarchie. Et je fais pas partie de l'équipe photo, mais je fais partie de l'équipe image. Donc bon, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais donc je suis pas un concurrent pour eux sur le papier. Dans les réalités, ils sont très sympas avec moi, ils me demandent plein de conseils, puis ils sont contents de voir un photographe étranger et tout. Ça, c'est dans la réalité un peu au début. Après, quand on arrive sur le moment où il faut faire des photos, ça peut être un peu plus la guerre. Est-ce que tu peux me laisser la place? Voilà. Mais ça se passe bien. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Et en tout cas, moi, j'adore échanger avec eux parce que c'est hyper enrichissant. Ils sont très, très bons techniquement. Donc, il y a des choses à apprendre de tout le monde. Et voilà, moi, c'est la richesse de la diversité. Et c'est une très bonne expérience. Et on ne te demande jamais, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, on ne me demande pas trop ce que je fais là. Je me suis demandé, moi, ce que je faisais là sur les premiers mariages, par contre. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne connaissaient pas mon travail, ni les mariés, ni les parents. Et qu'en fait, ils me faisaient venir parce que j'avais eu des prix et que je les entendais parler en anglais à leurs invités en disant on a fait venir un des meilleurs photographes du monde en mariage. Enfin, bon, c'est des prix, hein, et c'est ce qu'ils disaient. Je suis pas en train de m'auto-congratuler. Et ça me dérangeait beaucoup parce que j'avais envie qu'on me fasse venir pour ce que j'étais capable de leur faire et pas pour un titre qui ne donne pas la valeur du travail des gens. Enfin, voilà. J'étais un peu gêné au départ. Et puis à force, j'en profite en fait finalement. Et ils ont aussi une bonne découverte avec mon travail après. Donc c'est une cheveux d'une pierre deux coups. Ils me font venir parce qu'ils peuvent parler de... En fait, tu fais partie du prestige. Mais complètement. Non, mais ça a été dur à accepter, mais c'était ça en fait. Je suis français, j'ai été classé parmi les meilleurs dans ces spécialités-là. Et donc pour eux, ils pouvaient se mettre en avant sur leur mariage. Ouais, c'est assez rigolo. Avant d'enregistrer le podcast, c'était hier ou avant-hier, je crois, tu me parlais d'un mariage avec 10 000 personnes et où toi, tu avais un rôle un peu spécial, c'était de devoir faire 50 photos par jour, mais exceptionnelles. Alors, c'est mon rôle sur les mariages indiens. Hein. Je ne m'engage pas à donner énormément de photos. Déjà, pour plusieurs raisons, c'est qu'il y a tellement de photographes qu'il y a des fois, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès. Donc je donne peu de photos et aussi pour me laisser une liberté de créativité et je préfère m'appliquer à faire les bonnes photos que de faire de la quantité, ce qui est déjà vrai quand je suis sur des mariages plus occidentaux, même si je suis le seul photographe, mais là c'est encore plus vrai. Donc je suis un peu comme comment on pourrait dire ça, la cerise sur le gâteau peut-être, c'est-à-dire qu'ils ont leur équipe de photographes et je viens rajouter ma petite mes quelques photos avec une personnalité, enfin pas une personnalité, mais on va dire un style plutôt, une approche, je préfère dire qu'un style, une approche un peu différente que la photographie classique indienne, quoi. Ouais, vu comme ça, je commencerais bien à faire des mariages aussi. Donc on parle mariage, ce qui nous amène à ton livre. Donc William Lamblay, tu as édité un livre, 7, les rites et coutumes des mariages indiens. Tu as commencé, il me semble, lors de ton premier mariage en 2014 à faire les images. Parle-nous un petit peu de ce projet. Ce projet, il est né dans ma tête après ce premier mariage. Je savais qu'il me faudrait du temps pour le réaliser parce qu'on ne peut pas dire qu'on documente des mariages indiens en couvrant un seul mariage. J'avais besoin d'en faire d'autres, d'en découvrir. Et j'ai encore aujourd'hui pas la prétention de dire que ce livre est exhaustif sur les rites et coutumes des mariages indiens. Il existe tellement de régions différentes, de castes différentes, de langues. Je crois qu'il y a 860 langues et dialectes en Inde. Et donc ça veut dire autant de
de différences culturelles. Et encore, ça c'est langue et dialecte. Mais si on parle des castes, je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près 4000 castes différentes recensées. Et dans les rites et coutumes, il y en a qui sont inhérentes à la société indienne, donc qu'on va retrouver dans tous les mariages indiens, peu importe la caste ou peu importe la religion, mais il va y avoir des rites par contre qui vont être complètement dépendants de la caste ou de la religion. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une diversité énorme et que j'ai essayé au mieux d'essayer de témoigner de ce que j'avais vu, mais j'ai pas la prétention de dire qu'il est exhaustif et qu'après ça vous connaîtrez tous des mariages indiens. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait quelqu'un dans le monde qui puisse dire qu'il connaît tous des mariages indiens tellement il existe de différences. Tu as couvert à peu près, alors peut-être que la question est bête, mais est-ce que tu sais combien de styles de mariage tu as pu couvrir à peu près pour ce livre ? Alors, tous les mariages ont été différents. J'explique bien dans le livre les castes que j'ai pu suivre, de quelle région et de quel rang social elles viennent, pour que justement on puisse comprendre que toute cette partie documentée vient justement de ces différentes castes, communautés et régions. Voilà. Parce que les trois choses qui vont différencier les rites et coutumes, ça va être la région d'origine, la religion et plus précisément la caste, comme il en existe beaucoup. Voilà. C'est trois choses qui vont faire qu'il y a des différences sur les mariages. Ah oui, donc là on comprend le nombre de possibilités qu'il y a, si on fait... on multiplie déjà, la région par la religion, par la caste. Voilà. Ouais, ok. Donc je pense que tu peux encore faire quelques 7.2, 7.3. Je peux faire quelques mises à jour, on va dire, tout à fait. C'est un bon plan ton bouquin en fait, là ça s'arrêtera jamais. Voilà. Alors je t'avais demandé de préparer quelques pages qui te tiennent à cœur ou sur lesquelles tu as des anecdotes, mais j'ai également repéré quelques pages dont j'aimerais que tu me parles. Donc, alors les premières pages c'est facile, c'est de 6 à 10. Alors pour ceux qui ont le livre, je vous invite à le prendre, à l'ouvrir et à le suivre avec nous. Ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à l'acquérir sur collectionmiwa.com ou directement chez William. Donc de la page 6 à 10, ça concerne tout ce qui est tatouage au henné. Alors j'ai vu les tatouages au henné au Maroc, dans d'autres endroits, mais j'ai jamais vu une finesse de tatouage pareille. Et tu mets dans les textes que ça prend des heures à faire. Tu peux nous parler un petit peu de ce rituel du henné ? Alors, ce rituel, il faut savoir que le henné, qui est un tatouage éphémère, est considéré comme la forme la plus ancienne de l'art en Inde. Donc c'est un rituel très important et c'est le rituel qui va aussi ouvrir le début du mariage. Le début du mariage qui va durer sur plusieurs jours. Et effectivement, la finesse, ils font souvent appel à des tatoueurs qui sont vraiment spécialisés là-dedans. En particulier, souvent les communautés musulmanes sont très réputées pour justement la finesse des tatouages. Et il faut compter en moyenne entre 3 et 5 heures pour réaliser les tatouages sur les pieds, les mains, les avant-bras de la mariée. À savoir aussi que dans certaines castes, le marié est aussi tatoué sur les mains et les pieds. Voilà. D'accord. C'est pas systématique. Donc ça aussi, c'est une différence qui va venir de l'origine. Et sur ces tatouages, ce qui est intéressant quand on regarde de près, c'est qu'il y a énormément de motifs, mais quasiment systématiquement, les tatoueurs arrivent à cacher au milieu de ces motifs-là les initiales ou les noms des mariés. Donc c'est assez sympa, si vous avez la chance de voir ça, essayez d'aller trouver les initiales des mariés dans les tatouages. Et donc tu disais que c'était surtout les communautés musulmanes qui étaient réputées pour la finesse de leurs tatouages. Alors est-ce que des gens de religion hindoue ou autre peuvent faire appel à des tatoueurs musulmans ? Tout à fait. Tout à fait, okay. Oui. D'ailleurs, je l'explique bien, j'ai suivi surtout des mariages hindous, donc ça je l'explique au début du livre. Il y a quelques mariages sikhs aussi.
Mais à part par exemple sur un mariage hindou ou un mariage sikh, on va trouver très peu de différence à part la cérémonie religieuse du dernier jour. On retrouvera toutes les étapes du mariage indien, c'est pour ça que j'ai voulu appeler ça le mariage indien, même s'il y a beaucoup de mariages hindous, parce qu'il y a beaucoup d'étapes qui dépendent de l'Inde et pas forcément de la religion. D'accord. Alors on va passer ensuite à la page 15. Donc là, c'est une photo avec une chorégraphie, des shows laser, des danseurs, et a priori, donc d'après la légende, c'est pour éblouir la belle famille. Alors moi, quand je vois cette photo, alors bon, c'est dans le livre des mariages en Inde, donc je me doute que c'est un mariage, mais si je voyais cette photo en dehors, mais jamais de la vie, je penserais à un mariage. Ça a l'air complètement dément, leur truc. C'est dément, c'est la soirée du Sangeet, donc c'est la soirée qui suit en général justement le rituel du Mendi, donc du tatouage. Et c'est une soirée qui est faite pour que les familles se rencontrent un peu plus officiellement. Donc les familles très proches, les parents se sont rencontrés avant, mais pour que les familles au sens plus large se rencontrent, il y a ce soir-là des démonstrations. Donc chaque famille va passer sur scène. Un moment, ça va être les cousins. Ils vont faire un show de danse. Et ça va être un peu comme un battle entre les familles. C'est-à-dire qu'il va y avoir les cousins d'un côté qui vont passer, ils vont faire un show. Donc ceux qui passent derrière, il faut qu'ils en envoient encore plus et que ce soit... voilà. Et c'est marrant parce que c'est dans la bonne humeur et c'est dans la fête. C'est une battle, mais pour rigoler. Et ils tiennent, et c'est vraiment une soirée qui leur tient à cœur. Il y a beaucoup de familles qui font venir des chorégraphes et qui, pendant un mois avant le mariage, tous les jours, vont s'entraîner pendant 1 heure pour ce soir-là. Donc voilà, c'est vraiment culturellement la danse en Inde est très importante et les hommes sont très bons danseurs. C'est vrai qu'on a tendance à penser peut-être en Occident qu'on verra plus de femmes sur la piste de danse que d'hommes. Et ben c'est pas vrai là-bas. C'est un peu Danse avec les stars. On n'a rien inventé en fait. Ensuite, page 32. Donc on a la garba, si le dictionnaire ne m'a pas modifié l'orthographe, parce que j'ai un peu galéré à prendre mes notes sur le téléphone. Page 32, oui, c'est la cérémonie du garba. Donc c'est des danses, c'est des femmes qui dansent avec des tours de bougies sur la tête. Enfin là, elle les prépare. C'est des tours des sortes de tours qui doivent faire 1 mètre, 1 mètre 20 de haut, sur lesquels il y a des plateaux et il y a des dizaines, voire on est peut-être pas loin de centaines de bougies. Et elles vont danser avec ça sur la tête pendant plusieurs minutes. C'est une cérémonie traditionnelle du Gujarat. C'est une cérémonie traditionnelle gujarati et qui a, comme beaucoup de rituels, qui a pour but d'invoquer différents dieux ou de souhaiter plein de bonnes choses aux mariés. Et c'est une cérémonie assez impressionnante. Et une fois de plus, c'est des artistes, presque des artistes de rue qui font venir, parce que c'est souvent des travailleurs... on va dire de classe sociale très peu aisée. Et on voit aussi sur la photo d'à côté, je profite, les hommes ont des bougies les femmes ont des tours de bougies sur la tête, mais les hommes ont carrément du feu, vont danser avec du feu. Ils ont une sorte de couverture, d'un tout petit bout de couverture sur la tête qui recouvre pas le visage, et ils vont danser avec des flammes sur la tête pendant une vingtaine de minutes. Ouais, c'est impressionnant. Je sais pas si j'aurais eu envie de me marier en Inde. C'est pas les mariés qui ont ça sur la tête. Ça va, alors j'aurais bien voulu. Prochaine page, c'est la page 44 avec le rituel du Mangala Snanam. Désolé si je le prononce mal. Alors là, cette photo, moi, elle m'a intéressé parce que donc tu dis que c'est un rituel qui a l'air assez ancien, mais que ça s'est transformé en pool party, qui est un rituel quand même assez moderne. Et j'aimerais du coup que tu nous parles un peu de cette image, mais aussi de l'évolution des mariages qui partent des rituels traditionnels et qui vont vers des choses comme la pool party. Ouais, qui vont évoluer. Effectivement, ce rituel, en fait, c'est après le haldi. Donc le haldi, c'est quand ils étalent sur les mariés de la pâte de turméric.
pour leur purifier la peau et donc purifier. Enfin, il y a toute une croyance autour, donc purifier la peau, mais c'est aussi purifier l'âme, etc. Et après, pour finir cette purification, il faut qu'ils soient rincés avec de l'eau du fleuve sacré, de l'eau du Gange. Mais effectivement, au fur et à mesure des années, ces rituels ont un peu évolué, puisque l'Inde est un pays qui évolue assez rapidement. Et donc, j'ai pu voir, moi, déjà en 7 ans, effectivement, des rituels qui commencent à changer pour, j'ai malheureusement envie de dire, s'occidentaliser un petit peu plus. Et donc, plutôt que rincer les mariés avec l'eau du Gange, ils ont décidé de tous se réunir dans la piscine, habillés pour se purifier. Voilà, donc effectivement, c'est ce rituel qui a été un peu détourné, si je puis dire, pour en faire aussi quelque chose de plus festif. D'accord. Alors, page 53, la photo illustre bien les propos que tu viens de nous relater. On voit une procession avec 2 hommes qui boivent du coca, du Sprite, Ray-Ban sur la tête et habits traditionnels indiens. Donc c'est un petit peu ce que tu viens de nous dire. C'est exactement ça, oui. Ils ont les turbans sur la tête, des habits traditionnels. Derrière, on peut voir 2 éléphants. Enfin, tout est traditionnel. Et il y a 2 choses qui dénotent, et effectivement cette photo, c'est le Sprite, le Coca, et puis les Ray-Ban. Les Ray-Ban, c'est quelque chose, par contre, les lunettes de soleil, c'est quelque chose, ça fait depuis 2014, donc j'ai commencé à faire des mariages en Inde, sur la cérémonie du Bharat, qui est en fait la procession pour amener le marié de chez lui au lieu du mariage, qui est une procession qui dure plusieurs heures. J'ai toujours vu tous les hommes et les femmes portaient des lunettes de soleil lors de cette procession. Je me doute bien qu'il y a 20 ou 30 ans, ces processions, la procession du Bharat existe depuis des centaines d'années. Je me doute bien qu'il y a même pas si loin que ça, peut-être 20 ans, il n'était pas culturel d'avoir des lunettes de soleil sur la tête lors de cette procession. Donc voilà. Et c'est pour ça que le mariage est intéressant, parce que ça, c'est des marqueurs complètement temporels. Si j'avais pu faire des photos il y a 20 ans de ces mariages, on ne verrait pas de lunettes de soleil. Je ne dis pas que ça n'existait pas, mais je suis quasiment sûr que c'était pas quelque chose de culturel il y a une vingtaine d'années. Prochaine page. Alors là, c'est juste grandiose. Page 82. Alors là, on en a parlé hier soir, mais je voulais qu'on en reparle dans le podcast. Donc tu me disais que tu avais couvert un mariage sur un parking et qu'ils avaient recréé des décors, fait des fosses. Et la photo est incroyable parce que jamais on ne pourrait penser que tout est construit sur un parking. On voit une espèce de dôme. Enfin, on a l'impression de... Enfin, moi, je connais pas l'Inde, mais j'ai l'impression que c'est une partie d'une ville où tu me dis que tout est faux en fait. Et ce qui est assez impressionnant d'ailleurs, c'est que j'ai été choqué sur les premiers mariages où je suis arrivé. Je demande souvent à passer la veille sur le lieu du mariage pour voir un peu, prendre... s'il ne change pas d'ailleurs entre-temps. Pour prendre un peu mes repères, ce que je ne demande plus d'ailleurs, puisque vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand j'arrivais la veille, on me montrait un champ, on me montrait un terrain vague en fait. Je dis, mais le mariage, il est là demain. Et en revenant le lendemain, il y avait des structures de plusieurs dizaines de mètres de haut, avec des toiles tendues de partout. Et en fait, ils ont une force de travail tellement grande qu'ils ont la capacité en très peu de temps de monter des décors complètement hallucinants. Et là, effectivement, cette photo, on est sur le parking du plus grand stade de cricket de Delhi, puisqu'ils ont loué et le stade de Delhi et le parking, et ils ont monté des décors, ils ont créé des bassins, ils ont monté des structures de plusieurs dizaines de mètres de haut avec des éclairages. Enfin, il y a une scénographie qui est juste fabuleuse, scénographie qui est faite d'ailleurs par un designer très réputé en Inde, et même la photo qui est juste à côté, c'est le même endroit, donc on est sur un parking et on a l'impression d'être... Il y a des tapis de fleurs qui font des formes. C'est très dur d'imaginer qu'on est sur un parking. Alors tu me disais que tu avais dû créditer du coup le designer.
Oui, alors là, pour le livre, je me suis rapproché de Joëlle Verbruge, qui fait partie du collectif d'ailleurs, et qui est avocate spécialisée dans l'image. Et qu'on salue, parce que je sais qu'elle écoute le podcast. Et j'ai voulu lui montrer effectivement les photos qui, pour moi, pouvaient être problématiques par rapport au droit à l'image. Et elle m'a fortement conseillé de demander l'autorisation, puisque c'est un designer réputé. Et donc, il était essentiel de pouvoir le créditer, d'avoir son autorisation. Ouais, les photos sont vraiment dingues. Vraiment, je vous invite à acquérir le livre si vous l'avez pas. C'est incroyable. Alors, la page suivante, donc c'est la page 92. Ce qui m'a intéressé sur cette image, enfin sur cette page, c'est surtout la légende où tu dis que le rite ou la tradition qui est en cours, que l'on voit sur l'image, a environ 5000 ans. Oui, c'est le rituel du Sindor d'Anam. Effectivement, si on pouvait comparer ça à ce qu'on connaît en Occident, ce serait le passage des alliances en fait. C'est-à-dire c'est le moment qui concrétise l'union de deux personnes. Et eux, au lieu de se remettre des alliances, en fait, ils vont tracer. Alors, c'est uniquement sur la femme, donc c'est juste ce côté-là qui m'embête un peu. Enfin, c'est la comparaison avec les alliances qui m'embête un peu, puisque c'est que sur la femme. Ouais. Mais la femme, on lui trace un trait de poudre rouge sur la ligne de cheveux au milieu. Et c'est cette symbolique qui clôture en fait le mariage religieux et le mariage officiel. Derrière, il va y avoir d'autres rituels, mais à partir de là, c'est comme les remises des alliances. À partir du moment où c'est remis les alliances, on est marié. Voilà. Ils ont des alliances, les Indiens ? Oui, mais ils se les mettent au doigt de pied. D'accord. Donc voilà. Pour voir si une personne est mariée, il faut regarder les pieds. Alors non, ils ne les gardent pas. Ils se font une remise des alliances au doigt de pied, mais ça n'a pas la signification de nos alliances. En Occident, les alliances, c'est l'union de deux anneaux qui se mettent ensemble. Donc c'est vraiment l'union, quoi, les alliances. Là, c'est un rituel qui est moins important justement que celui-là du Sindor d'Anam, qui marque vraiment... Le passage pour la femme d'ailleurs de la vie de jeune femme à femme. C'est intéressant de voir les différences entre les cultures, parce que chez nous l'alliance c'est sans doute le rituel le plus important du mariage. Enfin, on n'a jamais vu de mariage sans qu'il y ait d'échange d'alliance chez nous. Alors les 5000 ans de culture, moi ça me fascine. On en avait déjà parlé avec Lolo et John, donc Loïc Terrier et Jonathan Lux, que je salue, qui ont participé au podcast il y a quelques semaines, qui ont fait un livre sur l'Inde, ils ont fait le tour de l'Inde en moto. Ils ont fait un super bouquin tous les deux, et on parlait déjà du fait que l'Inde soit une des seules cultures au monde qui ait persisté depuis des milliers d'années. Et, malgré des invasions sur toute cette période, ils ont su garder une culture très forte, oui. Ouais, et ouais, ça se ressent bien dans tes images, notamment avec la photo dont on parlait avant, avec le show laser, Danse avec les stars, version mariage indien. Bollywood, c'est la culture du Bollywood, elle existe vraiment, hein. On peut penser que c'est les films, mais ils ont une culture de la danse et du décor et de la démonstration à la Bollywood qui fait vraiment partie de la culture, hein. C'est pas uniquement le cinéma à Bollywood, sur les soirées festives, ils le vivent, quoi. Du coup, on parle de Bollywood et je pense à ces films qui sont interminables, qui durent des heures. Combien de temps dure un mariage indien ? En moyenne, il va durer 3 à 5 jours, à peu près. Normalement, tous les rituels sont censés être faits sur cette période. Il faut savoir que dans les grandes villes, en particulier les villes où il y a une activité économique assez importante, et où les familles travaillent dans ces activités économiques importantes, ils arrivent à réduire des fois à 2 jours, enfin 2 jours, 2 jours et demi, mais c'est compliqué de caler autant de rites et coutumes dans 2 jours, donc ça leur fait des journées déjà bien, bien chargées. Et toi, tu es présent sur toute la durée du mariage en général ?
J'essaye, mais c'est pas toujours possible parce qu'en fait ça se chevauche. Donc quand je suis en Inde, des fois on me dit bah là t'as 2 jours de libre et le mariage fait 3 jours, bah je veux faire que 2 jours quoi. Ok. C'est pas toujours, mais c'est important pour moi de prendre plus de temps sur certains mariages et vraiment de suivre ce qui même n'intéresse pas les photographes locaux parce qu'ils considèrent que ça fait pas partie de la culture photographique, c'est pas important en tout cas de le photographier, alors que dans l'aspect documentaire c'est très intéressant de voir les à côté. Ouais, c'est clair. On part ensuite page 101. Alors je ne sais pas pourquoi, au moment de voir cette page, il devait y avoir des fleurs avec du pollen à côté, j'avais un peu les yeux qui coulent. Peggy aussi qui était avec moi. C'est assez émouvant de voir, enfin on sent l'émotion dans les regards quand la femme dit au revoir à sa famille. On a l'impression que c'est un vrai au revoir. C'est un vrai au revoir et c'est la cérémonie du bidaï qui moi à chaque fois Ouais, je vois un peu flou quoi derrière l'appareil photo, on va dire. C'est très fort parce que culturellement ils vivent en famille, hein. Ils vivent encore énormément en famille, donc c'est-à-dire, et puis je parle pas de la famille, les enfants et les parents, c'est les grands-parents, souvent les oncles et tantes, donc c'est beaucoup de grandes maisons, enfin pour ceux qui ont les moyens, mais en tout cas des maisons où vivent vraiment toute la famille. Et du jour au lendemain, la mariée va quitter sa famille pour habiter dans sa belle famille qu'elle n'a en plus pas choisie, hein, puisque c'est encore un peu plus de 80%. Alors c'est dur pareil de connaître des statistiques précises, mais on a entre 80 et 90% de mariages arrangés encore en Inde. Donc voilà, en plus c'est une cérémonie où ils veulent vraiment tout faire pour faire pleurer parce qu'il lui amène les bagages quoi. Donc il y a vraiment l'image complète. On lui amène ses bagages, ses parents lui disent au revoir, l'amènent jusqu'à la voiture. Donc il y a tout un cérémonial où c'est fait pour chialer du début à la fin parce que franchement. Et en plus moi ce qui est encore plus dur, c'est bien sûr de voir la tristesse de cette mariée, de cette famille, mais c'est qu'à côté, il y a la famille du marié qui danse et qui est super content parce qu'eux, ils sont en train de... Ils gagnent une nouvelle... Enfin, il y a un nouvel arrivant qui arrive dans la famille, donc eux, ils sont heureux, ils fêtent ça. Et alors, enfin, il y a un contraste qui est énorme, en fait, sur à ce moment-là, quoi. La joie de certains et le malheur d'autres. Si on regarde sur la photo, page 103, la mariée elle est dans la voiture, elle tient la main de son père et de sa mère, et elle pleure tout ce qu'elle peut, et à côté, le marié, il a un petit sourire presque vicieux en plus. J'espère que ce ne sera pas traduit en anglais, parce que les mariés n'apprécieraient pas que je dise ça, mais il a un sourire heureux, mais enfin, il y a un ressenti qui est assez dur à ce moment-là. Après, j'imagine quand même que la mariée peut retourner voir sa famille ou... Alors, c'est la question que je me suis posée. J'ai voulu aller le voir par moi-même et j'ai eu la chance sur un des derniers mariages, enfin, on va dire. J'ai fait plusieurs mariages en 2020 avant le Covid et sur un de ces mariages, j'ai eu la chance d'être invité dans la famille de la mariée 4 ou 5 jours après le mariage. Et comme je venais, ils ont proposé à la mariée de revenir avec son mari, de venir à la maison. Donc c'est-à-dire que déjà 4-5 jours après, elle n'avait encore pas revu ses parents. Elle n'était pas revenue chez elle. Et j'étais hyper choqué. Et elle aussi, en fait, elle est arrivée. Elle a voulu aller, il y avait toutes les femmes de sa famille dans la cuisine qui discutaient. Et ils lui ont fait comprendre qu'à partir de maintenant, c'était une invitée et qu'elle devait s'asseoir et rester à la place des invités. D'accord. Ah oui, c'était un peu chassé. J'ai senti un malaise assez fort. Ouais, maintenant, elle fait partie de l'autre famille. Elle fait partie de l'autre famille, donc c'est pas qu'elle n'a pas le droit de voir sa famille, mais elle n'a plus le droit de vivre avec sa famille. Ah ouais, c'est dur. Donc voilà. C'est peut-être d'ailleurs... C'est peut-être une possibilité que j'aille documenter un peu plus loin d'ailleurs que le mariage et peut-être l'après-mariage, donc la vie de la mariée dans sa nouvelle famille. Ça va être peut-être plus dur d'avoir des accès, mais je pense que ça peut être intéressant au niveau documentaire, quoi.
D'ailleurs, dans le livre, il y a une étape... Ah, tu voulais peut-être y aller encore. Il y a peut-être l'étape d'après. Non, mais par contre, je voudrais rebondir sur sur l'après-mariage et le fait que la femme ne fasse plus partie de sa famille. Alors, nous, on en rigole avec Peggy, en fait, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on vient de se marier. Et donc, Peggy est française, d'origine togolaise. Donc, son papa est togolais. Et le mois dernier, donc avant le mariage, elle est allée voir ses parents. Et son père lui a dit j'espère que tu viendras encore nous voir. Donc Peggy a dit bah oui, je viendrai encore vous voir. Elle fait oui, mais il faut que ton mari soit d'accord. Et c'est marrant de voir qu'en Inde, ouais, c'est comme ça. Et ça sera documenté aussi au Togo, mais je pense dans un mariage traditionnel togolais. Si si le père de Peggy pose la question, c'est que je pense qu'au Togo, les femmes n'ont pas forcément le droit, si le mari ne le veut pas, de retourner voir leur famille. Là, c'est culturel, a priori, mais est-ce que le mari peut empêcher la femme, par exemple, de retourner voir sa famille ? Ah, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, c'est vraiment une question culturelle et que ça n'est pas du tout dépendant de la classe sociale. On pourrait penser souvent que c'est les classes sociales on va dire les moins aisées qui sont les plus traditionnalistes. Et là, c'est presque l'inverse. Les classes très riches sont très traditionnalistes parce que je pense qu'ils tiennent aussi au système. Alors ça, c'est une interprétation personnelle, mais je pense qu'ils tiennent au système de caste qui fait que ils sont un rang où ils peuvent pas en redescendre, hein, même s'ils perdent de l'argent, ils font partie d'une caste. S'ils font partie de la caste des banquiers ou des marchands, ils auront toujours du travail là-dedans. Et donc ils n'ont pas forcément envie de changer les choses à l'occidental. Ils ont tout intérêt à garder ce système. Voilà. Et donc les familles sont les plus traditionnalistes, sont pour moi, de ce que j'ai pu voir, les familles les plus riches, aussi les plus pauvres. Par contre, les classes moyennes émergentes commencent à vivre un peu plus à l'occidental. Parce que eux, ils sont entre les deux et ils n'ont pas grand-chose à perdre, en fait. Donc voilà, c'est... Alors officiellement les castes c'est fini. Alors non, le fait d'embaucher des gens parce qu'ils font partie d'une caste ou de fermer par communauté est interdite. Le fait de dire qu'on fait partie... Enfin, de toute façon les castes elles sont culturelles, elles existent, tu peux pas les interdire. Mais c'est c'est la discrimination par les castes en fait qui est interdite, qui existe complètement, hein. Les familles bossent tous ensemble, il faut arrêter... Bon, ouais, c'est pour faire bien. On va pas rentrer dans les détails, mais je suis allé en Afrique du Sud quand on me parle de la fin de l'apartheid. Oui. Voilà. C'est un sujet que je connais pas, donc je débattrai pas dessus, mais j'ai quand même un ressenti assez fort sur le fait qu'on peut pas dire que c'est complètement terminé. Et là, c'est pareil. Le système de caste est officiellement, j'ai plus d'expérience, mais officiellement interdit. En tout cas, la discrimination par les castes, et elle existe. Ok. Je vais te laisser nous parler un peu des pages qui t'intéressent, c'est à ton tour. Ouais, alors je vais terminer parce qu'on pourrait croire que le mariage se termine quand la mariée justement part du mariage et va dans sa belle famille. Mais justement, le dernier chapitre, c'est les rituels à la maison du marié où la mariée est accueillie en fait. Et ils lui en font faire différents rituels et ils leur font faire aussi des jeux hein, pour détendre l'atmosphère. Des jeux où par exemple ils vont mettre des alliances, donc les alliances qu'ils ont au doigt de pied ou d'autres, dans un grand bol de lait. Donc ça on peut le voir, si je dis pas de bêtises, page 109. Et pardon, ils mettent une alliance dedans et qui était au doigt de pied avant. Ouais. Et qui était et ils la voient pas puisque c'est dans une grande assiette de lait et ils ont 7 tentatives pour trouver la bague, sachant qu'il n'y en a qu'une et qu'ils sont 2. Il y a le marié et la mariée. Et donc celui qui, sur les 7 tentatives, va trouver le plus de fois la bague, c'est normalement, officiellement, du moins c'est ce qu'on veut le faire croire, celui qui portera la culotte dans le couple. D'accord. Voilà. Bon, on sait que dans la réalité, même si la mariée, elle gagne, voilà, elle n'aura pas forcément son mot à dire. Mais voilà. Et ces jeux, en fait, font beaucoup rire la famille et la mariée, puisque c'est des jeux marrants... voilà, et permettre de détendre un peu l'atmosphère pour l'arrivée de la mariée dans cette famille qu'elle connaît quasiment pas. Et voilà. Donc c'est intéressant. Donc voilà, après on va prendre des photos, on va revenir un peu sur d'autres photos.
si tu voulais que je te parle d'autres photos, on a parlé des étapes du Sanguit. Ah oui, alors ça, c'était une étape, page 16. Alors toi, qui connais bien les rites vaudous, jusqu'ici, moi, j'avais jamais vu de personne rentrer en état de transe, sachant que je sais pas du tout pour les rites vaudous, mais ici, c'est un état de transe qui ne dépend pas d'une drogue ou d'une alcoolisation. Voilà. Là, c'est vraiment un état de transe profond qui passe par la danse. Et je pensais pas que ça pouvait être à ce point-là, c'est-à-dire que des gens qui rentrent dans des danses à plus en finir, en transe, ils transpirent, ils sont à genoux, et c'est des personnes, je ne le croyais pas de mes yeux, à qui il a fallu mettre des seaux d'eau sur la tête pour les réveiller. Et là, on voit sur la photo que le mec, il est plus avec nous, là. Oui. et c'est vraiment la danse et la croyance qui l'a fait rentrer là-dedans. C'est pas, il n'y a pas d'aide extérieure, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc page 16. Je vais essayer de ne pas parler de toutes les pages, mais c'est intéressant. Page 18, les chichas. Non, ça c'est quelque chose d'assez récent culturellement. Les chichas, il y en a en Inde de base ou non, ça a été emprunté ailleurs? Oui, ça a été emprunté ailleurs et il y en a de plus en plus sur les mariages. C'est quelque chose d'assez tendance. Ce qui est assez, sur la photo page 18, je disais, 16, 18. En fait, il y a des gens qui sont payés. Là, c'est plus pour mon travail sur les travailleurs du mariage, les petites mains des mariages. Il va y avoir peut-être une dizaine de personnes qui vont être embauchées pour allumer les chichas. Donc les mecs, en fait, pendant 4 ou 5 heures, ils vont tirer comme des dingues sur des chichas. Et ils vont fumer. Déjà, ils vivent à Delhi ou Mumbai. Donc je pense que l'état des poumons est déjà dans un... pas très frais, on va dire. Et ils sont complètement... Ils n'en peuvent plus à la fin, quoi. Ils passent des heures à tirer sur les chichas pour les allumer, pour les invités. Okay. Parce que les invités, quand ils prennent la chicha, il faut qu'elle soit prête. Bah oui. Allez, on a parlé de ça, j'avance. La cérémonie du turmérique, qui est assez sympa. Donc, ça, c'est sur plusieurs pages. Je vais prendre peut-être la page 34. C'est une page où les mariés... C'est une cérémonie qui se passe des deux côtés, aussi bien du côté de la mariée que du marié. Mais ils sont séparés, c'est-à-dire qu'il va y avoir la famille de chaque côté avec... de chaque côté, mais ils vont faire les mêmes rituels, c'est-à-dire que tous les membres proches de la famille, alors quand je parle des membres proches, c'est oncles, tantes, grands-parents, un cercle proche, c'est entre 50 et 100 personnes en Inde, et ils vont lui étaler cette pâte de turmérique qui est jaune, qui est hyper tachante d'ailleurs, et qui a pour but de purifier la peau et d'éclaircir la peau, parce qu'il faut savoir que culturellement, nous, on va avoir tendance à vouloir bronzer, eux, ils vont avoir tendance à s'éclaircir de peau. Ouais, c'est pareil dans de nombreuses cultures. Au Bénin, c'est pareil. Ils essayent de se blanchir la peau. Ouais. On veut ce qu'on n'a pas, quoi. Où qu'on soit, on veut l'inverse de ce qu'on a. Mais bon. Mais dans les cérémonies vaudou, alors j'ai plus le nom en tête, ils ont une cérémonie aussi où ils utilisent une espèce de pâte jaune qui se met sur la peau. Mais elle est un peu granuleuse, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais ça, quand j'ai vu tes photos là, ça m'y faisait. Ça t'a fait penser. Ouais. Bon, on demandera la prochaine fois. En janvier. Page 42, c'est la suite. Souvent, en fait, ça commence par les parents, les grands-parents, les personnes plus âgées, donc qui font ce rituel de lui mettre la pâte sur le visage, les épaules, les genoux, etc. Et c'est souvent les plus jeunes, les frères et sœurs et les cousins qui terminent. Et ça part très très souvent en pugilat, donc par un arrachage de vêtements. Ils leur vident le pot de yaourt sur la tête. Enfin, ça part vraiment souvent dans des... Pour la femme aussi Pour la femme aussi. Arrachage de vêtements et... non, alors moins, culturellement moins, mais oui, c'est vrai. Non, mais pour le fait qu'ils lui vident tout sur la tête, ça, ils ont pas trop de scrupules. Allez, on avance. La cérémonie du Bharat, j'en parlais, donc c'est cette cérémonie où page 50. C'est la cérémonie de la procession pour que le marié aille de son lieu de résidence au lieu du mariage. Donc c'est souvent maintenant le lieu de l'hôtel où il loge, parce que certains se marient encore chez eux ou autour de chez eux, mais
plus forcément. En tout cas, cette procession est très importante, existe toujours. Même s'ils logent dans l'hôtel où il y a le mariage, ils vont faire 2 fois le tour de pâté de maison. Et dans une communauté, dans la caste des Banyas, qui sont la caste des marchands, il faut forcément souhaiter au marié de l'abondance pécuniaire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et donc il lui offre un collier de billets, donc on peut voir sur la page 50, un collier de billets, je crois que j'avais compté, il y avait à peu près l'équivalent de 2 ou 3 000 euros, un collier de billets qui va quasiment jusqu'au pied, qui est assez impressionnant, et qui va porter, et qui a la signification de lui apporter effectivement réussite dans le travail. Et donc ça c'est typique de la caste, puisque c'est des castes de marchands et de banquiers. Donc, il faut qu'il continue sur cette voie-là. Bah oui. De toute façon, il n'a pas le choix, ça fait partie de la caste. Alors, page 58, c'est toujours cette procession du Bharat, où on peut voir le marié qui est dans une vieille voiture. Donc ça, c'est la première fois que je le vois. C'est vrai que c'est plus... traditionnellement, le marié arrive sur un cheval, dans un carrosse. Alors, pas un carrosse de princesse, mais un carrosse pour l'occasion, ou ça peut arriver aussi à cheval. Et là, le marié arrive dans une vieille voiture. Voilà, les traditions changent un peu, s'occidentalisent un peu, et on peut voir la foule d'invités qui est vraiment autour. Et ces processions, qui sont souvent dans des rues, les vraies rues, ils vont sortir de l'hôtel et ils vont couper la rue pendant 2 heures. Ça pose problème à personne. Les gens vont prendre la voie d'à côté et puis elle va devenir une double voie. Enfin, voilà. Et ça gêne personne. Et le but, c'est de montrer aussi de fêter ça dans la rue. Donc de montrer aux autres que c'est la fête. Et ce qui est intéressant dans cette procession, c'est qu'il va y avoir des joueurs de musique, qu'on peut voir d'ailleurs aussi sur les autres pages. Et les gens vont payer ces joueurs de musique parce que plus ils jouent, plus ils ralentissent le cortège. Plus les gens dansent, plus le cortège ralentit. Et c'est une sorte de jeu en fait. Il faut que le marié arrive le plus en retard possible parce que ça veut dire qu'on le garde le plus longtemps avec soi. Et ça veut dire qu'on a le pouvoir aussi de décider si le mariage se fait ou pas. Et donc souvent ils donnent quelques billets aux joueurs de musique au départ. Et si les joueurs sont en transe et arrivent à amener les invités dans leur transe et ralentissent, ça part sur des liasses de billets qui leur sont donnés. Et là, on voit la foule. Ça, c'était un mariage en mars 2020. Hein, donc, on sait ce qui s'est passé en mars 2020. On imagine, il y a 10 000 invités. C'est moi qu'on regardait parce que je venais de l'étranger. On avait peur que j'arrive avec le Covid, mais... Bon, voilà. C'est vraiment intéressant. J'avais pu assister à une cérémonie de la dot au Bénin. Donc c'est presque parfois plus important que le mariage en lui-même. Et il y avait un groupe de musiciens et pareil, il fallait leur donner des billets, des pièces. Alors là, c'était pas tellement pour retarder l'arrivée du marié, parce que la mariée était déjà là, mais pour que les musiciens se donnent plus et que ce soit plus festif. Alors on donnait. Bah là, c'est le cas, c'est pour qu'il soit plus festif, parce que le résultat, c'est de ralentir le cortège. Ouais, c'est marrant de voir les similitudes, parce qu'entre le Bénin et l'Inde, il y a quand même pas mal de kilomètres. Mais il y en a beaucoup, et c'est intéressant, c'est pour ça que je reviens peut-être au tout début du podcast, mais mon idée je vais continuer de couvrir le mariage en Inde, mais j'aimerais couvrir d'autres mariages dans le monde. J'en ai fait quelques-uns, mais pas assez dans d'autres pays pour dire que je peux connaître les coutumes. Mais il va y avoir énormément de similitudes, ou en tout cas, on va pouvoir comparer. On peut comparer, je parlais des alliances, j'ai réussi à le comparer avec cette tradition de la ligne rouge là sur le front de la mariée, alors qu'il n'y a aucune similitude il n'y a pas d'alliance et nous on n'a pas de poudre rouge, mais la similitude elle est plus dans le sens en fait, de ce que ça veut dire. Et puis bon, je sais pas si on a un peu de temps, mais je veux absolument parler de celle-ci. Moi oui, moi j'ai le temps. Je veux absolument parler de celle-ci, après j'irai plus vite sur les autres. Et d'ailleurs, si je devais en choisir qu'une pour qu'elle soit représentative un peu des mariages indiens, je choisirais celle-ci. Page 61, on voit le marié qui est porté sur les épaules de danseurs qui arrive sur le lieu du mariage.
Et on voit le côté festif, donc ça c'est une chose qui est très représentative, mais on voit aussi qu'ils veulent, comme j'ai expliqué, montrer leur richesse. Et pour ça, sur ce mariage-là, comme dans pas mal de mariages où il y a des moyens, ils ont fait venir des musiciennes russes, en tout cas des musiciennes blanches, parce que ça fait blanche et blonde, et parce que ça fait bonne impression. Sauf qu'ils ont décidé un peu au dernier moment dans la journée de monter une sorte de mur végétal, enfin un faux mur végétal. Ils se sont dit, sur les 4 musiciennes, il y en a 2 qu'on va percher là-haut à 4 mètres de haut. Donc ils ont soudé 2 chaises à l'arrache là-haut et ils ont posé deux musiciennes, dont une qui pendant 2 heures était censée jouer du violon et qu'on voit accrochée au mur en fait. Parce qu'elle n'a pas l'air à l'aise. Elle est accrochée au mur et en fait elle n'a pas joué pendant 2 heures. La pauvre, elle était terrorisée de tomber. Et je la comprenais un peu parce qu'elle avait dû voir le truc monter un peu en dernière minute. Et voilà, c'est assez représentatif. Pas uniquement, attention, hein, pas uniquement ce côté des musiciennes, mais l'ensemble en fait, le côté festif, les costumes, mais aussi cette partie un peu exubérante de toujours vouloir en faire plus et en montrer plus. Et on le sent bien, on voit l'immeuble derrière aussi. Enfin, quand on feuilletait le livre là avant de venir avec Peggy, la photo elle nous a interpellés et alors autant c'est amusant, enfin c'est marrant de voir ces musiciennes qui sont suspendues en l'air sur leur chaise. Autant il y a un truc dérangeant dans cette... c'est vraiment la démonstration de son pognon, en fait. Mais complètement. Mais il faut en parler. Mais ce qui est marrant, c'est que ça va être dérangeant par rapport à ton ressenti, donc ta culture. Oui, ça ne les dérange pas du tout. Ils vont trouver... Au contraire, ils font exprès. Hein, je veux dire, voilà. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote... on était 2 sur ce mariage et avec le copain qui était avec moi, je lui dis il manquerait plus qu'il les déguise en pot de fleurs. Ça n'a pas loupé. Le mariage du lendemain, elles étaient déguisées en pot de fleurs. C'est horrible. Elles étaient avec un pot de fleurs autour. Enfin, comme on imagine, il y a la tête qui dépassait de la fleur. C'était Chantal Goya, la chorégraphe. Donc voilà. Je suis pas gentil. Il n'y a pas de limite. Il y a pas de limite. Enfin, j'ai vu qu'ils embauchaient des personnes de petite taille qui étaient déguisées et qui arrivaient avec des tabourets sur la piste de danse, qui montaient sur leurs tabourets pour servir à boire aux gens directement dans la bouche, quoi. C'est dérangeant de notre point de vue. Mais pour eux, c'est festif. On aurait dû faire ça, notre mariage. mais au final, c'est hyper intéressant parce que c'est dérangeant pour nous, mais on ne détient pas la vérité. Enfin, je veux dire, moi, c'est dérangeant. Vraiment, ça me dérange personnellement. Mais pourquoi on détiendrait la vérité ? C'est important de le montrer parce que je trouve que on peut pas. De toute façon, c'est dérangeant en fonction de ton éducation. Exactement. Je pense qu'il y a des gens en France, ça ne dérange pas du tout. Oui, c'est sûr. Oui, l'éducation, effectivement, pas que la culture, même si la culture influe sur l'éducation. C'est fortement lié. Donc voilà, ouais, je la trouve assez... je peux parler. Vas-y, on a le temps. 63, donc toujours cérémonie du Barat. Et là, puisqu'il n'y a pas vraiment... Je n'ai pas trop envie de... C'est pas qu'il n'y ait pas de respect, mais comme c'est vraiment la fête, plutôt que donner les billets, un des invités lance les billets en l'air. Et forcément, ces joueurs de musique qui sont là viennent de milieux sociaux plutôt... défavorisés. Ouais, plutôt pauvres, de classe sociale. Donc pour eux, voir tous ces billets, enfin pour eux, c'est une belle soirée. Mais on les voit se jeter sur des billets et ça fait vraiment l'image, une fois de plus, assez dérangeante du riche qui lance l'argent et que les plus pauvres récupèrent. Voilà. Mais je pense que ça nous dérange aussi par rapport à notre culture, parce qu'au Bénin, alors pas dans les mariages, mais je l'ai vu aussi, ce genre de comportement, et j'avais discuté après avec une des personnes qui ramassait l'argent, et il disait non mais sois pas gêné, moi je suis super content d'avoir ramassé de l'argent. Je pense que pour les musiciens ce soir-là, c'est une super soirée, quoi. Eux, ça leur va très bien je pense qu'ils réclament pas qu'on leur donne l'argent autrement. À partir du moment où ils peuvent en avoir, ça leur convient sûrement. C'est plus pour nous que c'est dérangeant. Bon. Mais c'est une des premières réflexions qu'on se fait en voyant ton livre. On est en train de parler de l'Inde, un pays avec plus de 1 milliard d'habitants, qui en plus en ce moment, donc là pour ceux qui écouteront le podcast plus tard, on commence tout juste à sortir de cette sale période de Covid, mais eux ils sont toujours en plein dedans.
Et bon, après, même avant le Covid, l'Inde, au niveau égalité sociale, c'est pas le pays qui est le plus au top. Et on voit ces mariages où tu nous dis 9 millions, 30 millions d'euros, tout ce faste. Oui, tout se faste dans le mariage et effectivement, mais une fois de plus, on peut pas résumer. C'est intéressant parce qu'on me demande souvent si je suis choqué par ça. Alors oui, il y a des scènes comme celle-là qui peuvent me choquer, mais en même temps, sans ces mariages fastes, l'argent, il est dépensé aussi pour. Ah oui, bah ça fait circuler l'économie Ça après. fait circuler l'économie pour ces travailleurs qui sont contents de travailler là. On ne va pas rentrer dans des polémiques, est-ce qu'ils sont assez payés par rapport voilà, c'est un sujet d'ailleurs que je développe sur les conditions de travail des petites mains du mariage, les conditions plutôt difficiles et précaires, mais en même temps, oh là, je vais rentrer dans un sujet long. On fera un autre podcast. Ouais, ok. Consacré aux petites mains des mariages. Oui, les petites mains des mariages, non. Mais il faudra que tu fasses un livre, hein, sinon je prends pas dans le collection. Non, juste en 2 mots, le fait que depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Modi, il y a eu des nouvelles lois qui sont passées pour surtaxer les mariages indiens et qui ont tendance à faire que les plus gros mariages, une partie des plus gros mariages, sont déplacés en Thaïlande et à Dubaï. Et donc en fait, ce qui avait pour but de récupérer de l'argent pour la réinjecter dans les classes sociales les plus pauvres, et ben en fait, ça a eu l'effet en partie inverse, c'est-à-dire que les mariages les plus riches se délocalisent et donc plus de boulot et de la taxe en moins parce qu'ils ont augmenté en fait la taxe, c'est à 30% à peu près sur les mariages luxueux. Tu dois payer à l'État 30% de la valeur de ton mariage. Enfin du budget total de ton mariage, donc voilà, il y a toute une partie un peu politique qui est aussi intéressante et qui influe, voilà, ça c'est la partie plus journalistique en 2 mots. Alors, rapidement, parce que là le podcast, je pense qu'on bat tous les records de longueur, on va évoquer un petit peu plus la partie technique sur l'auto-édition. Donc tu couvres tes mariages pendant 7 ans, tu as la matière pour faire un livre, comment ça se passe? Et ben tu sais pas par où commencer. Tu te dis que tu as fait le plus gros parce que tu as les photos, tu as la matière, et en fait il y a beaucoup de travail. La première chose en amont, c'était, même si je me suis documenté au fur et à mesure, j'ai voulu vérifier tout ce que j'avais récolté comme information sur place, donc j'ai pris beaucoup de temps pour vérifier mes informations, recouper pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Surtout que c'est très dur parce que d'un mariage à l'autre, les mêmes coutumes peuvent avoir des noms différents. Ça vient du fait qu'il y ait 860 langues et dialectes, donc pour une même coutume. Donc voilà, ça c'était la premier gros travail. Et après, ben, je te remercie de m'avoir aidé pour savoir par où commencer. Parce que c'est vrai qu'il y a tout un travail important, que ce soit dans la mise en page, que ce soit dans la partie économique et vente. Il faut calculer tout ça, il faut faire les bons choix, savoir quel est le but de ce livre. Et de là vont découler énormément de choix, aussi bien des choix techniques comme de papier de couverture, des choix de prix. Est-ce que le but est de le diffuser à beaucoup d'argent et donc et de le mettre à un prix abordable, ou alors de faire plus un livre d'art avec moins d'exemplaires qui sera vendu plus cher? Il y a des entre-deux, hein, bien évidemment, mais c'est 2 exemples opposés. Et donc il y a énormément de choix à faire. J'ai expliqué toute la partie maquette aussi. Je me suis fait aider d'un comment on dit, d'un graphiste. D'un graphiste, parce que c'est encore un autre métier, et sur tes très bons conseils, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir fait appel à un graphiste. Chacun son métier, et voilà, une belle aventure que je pensais terminer une fois que j'avais récupéré les livres et envoyé les livres que j'avais prévendus via Ulule.
Ça aussi, c'était une sacrée aventure, l'aventure pré-vente, Ulule, les communications. Ouais, c'est une aventure dans l'aventure de faire du crowdfunding. Ouais. Et je me suis dit, bon, je vais envoyer les livres, mais en fait, l'aventure ne faisait que commencer, puisqu'après, il faut distribuer le livre, il faut continuer à le faire connaître, il faut communiquer, il faut enregistrer des podcasts, il faut... Ça, c'est la partie cool. Ouais, c'est vrai que c'est la partie cool. Et là, on peut le dire, il y a une exposition qui a commencé sur cette thématique, qui a commencé le 1er septembre, qui fait partie du Watt Festival à Montpellier. Et donc, alors je ne sais pas quand est-ce que sera publié ce podcast. Comme il y a toutes les interviews des membres du collectif DR pour le mois de septembre et durant toute la campagne de crowdfunding du livre de DR, tu seras diffusé d'ici mi-octobre, donc ce sera déjà passé. Ce sera passé, mais le but de cette exposition, c'est que ça devienne une exposition itinérante un peu partout en France. Je n'ai pour l'instant pas d'autres dates à vous donner, mais en tout cas, cette exposition va bouger. Donc je pense que toi tu as l'habitude de faire l'actualité, de faire suivre l'actualité des livres. Oui, donc, quand on me l'envoie. Donc voilà. T'as imprimé chez Escourbiac ? Oui. Ton retour d'expérience ? Alors déjà c'était une évidence. On dit toujours qu'il faut faire plusieurs devis, et puis j'avais déjà une confiance aveugle en eux avant, pour les avoir rencontrés et puis pour avoir eu vraiment que des bons retours. Donc il y a un moment, c'est une évidence. Et super aventure, pas toujours simple parce qu'il faut faire des choix, et que les choses comme les choix de papier, les choix, enfin c'est toujours une question de compromis, hein. On aimerait bien faire le plus grand livre, le meilleur papier, la meilleure couverture, etc. Il faut toujours trouver le bon compromis par rapport à ce que j'expliquais. Est-ce que ce livre, je veux qu'il soit distribué ou que ce soit qu'un livre d'art? Et super aventure, très content, aller à l'impression, voir son livre sortir des machines, c'est quelque chose. Voir les grandes planches qui sortent. Et même encore là, on pense que c'est fini, mais non, on voit que des planches quand on reçoit le livre chez soi, et puis quand on reçoit surtout les palettes chez soi, ça aussi c'est une aventure. Oui, surtout quand on habite au 3e sans ascenseur. C'était qui ton interlocuteur chez Escourbiac ? C'était le commercial du Sud. Olivier ? Non, dont j'ai mangé le nom. Il faut savoir, on en a parlé juste avant le podcast, que j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms. Ouais, c'est pas grave. Escourbiac, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui ne soit pas satisfait, mais j'aimerais bien, parce qu'on va finir par croire que je suis payé par Escourbiac. T'en es où là dans la distribution du livre ? Je suis dans quelques librairies, mais mon but n'est pas d'être dans beaucoup de librairies, mais plutôt des librairies spécialisées sur le voyage et sur la découverte du monde. Je trouve ça plus intéressant d'être dans ce type de librairie que d'être perdu. J'ai rien contre la Fnac, mais d'avoir ton livre perdu au milieu de 150 autres 1000 livres, j'en vois peu l'intérêt. Oui, puis pour un auto-éditeur, vu leur pourcentage, c'est compliqué. En plus, il faut avouer que la librairie, il ne faut pas compter que sur la librairie, ou alors il faut bien l'avoir pensé en amont par rapport au prix du livre. Le mieux reste en collection Miwa. On est tout à fait. Mais je confirme en plus, et je ne le dis pas parce que tu m'interviews aujourd'hui, c'est le plus intéressant. T'as quelques librairies en tête où on peut trouver ton livre ? Oui, à Paris, il y a la librairie Le Phénix. Il y a Raconte-moi la Terre à Lyon. Il y a à Montpellier peut-être. Montpellier, il y a Soramps et une autre librairie spécialisée sur le voyage. Et je vais essayer aussi d'être un peu dans les festivals comme à Visa. Là, j'ai la chance d'avoir mon livre présent à Visa. Il sera présent aussi au festival What Trip. Il était présent, parce que là on est dans le futur en fait. Oui, j'espère qu'il sera présent l'année prochaine aussi. Bah oui, croisons, ou qu'il n'y en ait plus. Qu'il soit... Oui, alors j'ai essayé de prévoir un peu de stock. Donc ne vous limitez pas, hein, si vous voulez en offrir, il y a un petit peu de stock. Et il est également disponible, alors là je fais mon petit commercial sur collectionmiwa.com avec 5% de réduction. Et c'est le seul endroit où il est à 5% de réduction.
réduction. Donc si vous voulez 5% de réduction, c'est là-bas qu'il faut aller. Et si vous voulez éviter les frais de port, je tease un peu, normalement, 28 novembre, un petit salon du livre auto-édité à Aix-en-Provence. Suivez les actus de la plateforme, vous en saurez plus. Et tu m'as dit que normalement, ça devrait être jouable pour t'y trouver. Il y a forte chance que je sois là. Je confirme, c'est presque déjà une confirmation. Au pire, ton livre sera présent. Oui. De toute façon, je suis pas très loin, même en étant à Montpellier. Donc, je serai là. Mais écoute, merci William pour le temps que tu as passé avec nous. Est-ce que tu veux terminer cette interview, conclure l'interview ? Non, je voulais surtout te remercier parce que pour ce podcast, mais surtout aussi tout ce que tu as pu m'apporter pour ce livre et dans les échanges. Et donc c'était important et c'est pas du tout du cirage de pompe. Merci vraiment à toi Julien pour tout ce que tu fais pour l'auto-édition et la transmission par le livre, parce que faire auto-éditer des livres, c'est une conviction et une envie forte de témoigner de quelque chose. Et de vraiment de garder une trace. Ouais. Je pense que les Indiens peuvent te remercier aussi pour ton travail. Il y a des équivalents en Inde ? En livre ? Ouais, des sujets sur le mariage. Il en existe un qui a été fait par un photographe israélien qui est parti habiter en Inde il y a 20 ans. Et donc qui, je pense, a eu un peu comme moi, forcément avec un regard différent, a voulu le documenter, mais il est disponible qu'en Inde et en anglais. Ok. Voilà. Donc pour l'acquérir, il faut aller en Inde. Ouais, exactement. Bon bah on va aller en Inde. Bah écoute, merci William. Chers auditeurs, je vous retrouve normalement dans une quinzaine de jours, mais je n'ai pas encore enregistré, donc le nouvel invité, ça sera un peu la surprise. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Au revoir William. Au revoir Julien, au revoir tout le monde. Si vous avez apprécié cet épisode, nous vous invitons à laisser une note. 5 étoiles, ça serait top, avec un commentaire pour augmenter notre visibilité et avoir une plus grande audience.